Vas-y, on va regarder d'abord celle de Seb. Bonjour à tous. Alors Celle d'Up. Des vidéos horreur lui aussi maintenant. ici on aime bien les histoires sur la musique, mais on aime aussi les mystères. Du Torred, du John Titor, de la légende urbaine, on aime bien de temps en temps. Parce que généralement ça parle à tout le monde. Et les légendes urbaines, les rumeurs, les conspirations, etc. on adore, mais parfois il y a des histoires vraies qui dépassent tout ça. Des histoires qui auraient pu être de gigantesques rumeurs, mais qui sont pourtant bel et bien arrivées. Et celle d'aujourd'hui en fait partie. Avant que cette vidéo ne commence, elle est sponsorisée par NordVPN. Alors qu'est-ce que c'est? NordVPN, c'est un service qui a pour mission d'améliorer. C'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, donc si vous êtes curieux, à mon avis, terroriser un pays tout entier, entre enlèvement, empoisonnement, incendie, et tout ça sans jamais en tirer le moindre bénéfice, ni même en expliquer les raisons. Et vous allez voir que tout ça est extrêmement bizarre. Pas rappelé, oui, bah oui, j'ai pas rappelé. Je peux même pas aller aux toilettes en pénibilité. Posons d'abord un peu de contexte. Ça, c'est des Poki. Et là, je vous vois venir, voire peut-être vous énerver, mais non, Seb, c'est des Mikado. Et vous avez raison, c'est juste le nom qui change, c'est pareil. Alors, il y a une autre question qui se pose, c'est pourquoi je vous parle de ça. J'y viens. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Poki sont commercialisés à la base par une boîte japonaise, Glico, qui est concrètement une énorme boîte spécialisée dans les chocolats, les bonbons, bref, plein de trucs sympas. Et à l'époque de notre histoire, le PDG de la boîte, c'est lui, Katsuhisa Ezaki. Et c'est justement ce gars qui va nous intéresser. Il vit dans la ville de Nishinomiya, à côté d'Osaka. Il a une petite maison cosy avec toute sa famille, et il a également une dépendance où il y loge sa maman, qui au passage s'appelle Yoshi. C'est marrant. Personne ne pourrait en vouloir à Ezaki. Le mec est sympa, gentil, il a une entreprise qui régale tout le monde, il fait sa petite vie, et il n'a pas d'ennemis particuliers. Et pourtant, tout va basculer dans sa vie. Le 18 mars 1984, à la tombée de la nuit, 3 mecs rôdent autour de chez lui. Des types cagoulés qui portent des gants et qui ont l'air armés. Rien qui ne sente très bon. Et ces types connaissent visiblement très bien les lieux. Car sans hésitation, ils coupent les lignes téléphoniques de la résidence, puis ils se dirigent vers la maison de Yoshi, avant de fracturer sa porte. La pauvre mère, elle n'a même pas le temps de réagir qu'elle se retrouve ligotée et plaquée au sol, sans pouvoir donner l'alerte. Alors la maman, elle est au sol comme ça, elle comprend pas ce qui se passe. Et puis elle remarque que le groupe est en train de fouiller toute la maison de fond en comble. Mais ce qu'il y a de super étrange, c'est qu'ils ont beau trouver des objets de valeur, de l'argent, des bijoux, etc. Ils y touchent pas, car les mecs cherchent en réalité un truc très précis, un double des clés de la résidence principale. Et bingo, en mettant la main sur ça, ils foncent chez Ezaki et ils peuvent désormais déjouer toutes les alarmes. Ce qui veut dire qu'ils avaient l'info que la résidence principale était protégée, mais pas celle de la maman. C'est très précis et ça montre qu'ils sont extrêmement bien rodés. Arrivé chez Ezaki, même scénario. Ils ligotent tout le monde. La femme d'Ezaki, Mikioko, se doute que c'est un braquage, alors elle propose immédiatement au type de l'argent. Mais l'un d'eux va lui répondre une phrase qui va rester assez mythique dans cette affaire. Silence, l'argent n'a aucune importance. Car ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est Ezaki. Et d'ailleurs, bonne question, qu'est-ce qu'il fout? Eh bien Ezaki, il est dans son En bain. vacances. Toute sa famille est retenue en otage, Ah. femme, enfant, et lui ne se rend compte de rien. Et il se régale dans son bain, il fait des bulles. Enfin, il fait des bulles jusqu'à ce que ces 3 mecs cagoulés débarquent et le sortent de la nuit, en dehors de chez lui, direction leur voiture. Je vous laisse prendre un peu de recul sur la Oui, situation. Un pas patron un d'une pantalon. énorme entreprise est tiré à poil de chez lui, en pleine nuit. C'est ainsi que Ezaki disparaît comme ça, en quelques minutes à peine. Au bout de longues minutes, la femme d'Ezaki parvient finalement à défaire ses liens, puis ceux des enfants. Et immédiatement, elle avertit la police de ce qui vient de se passer. À peine l'alerte est lancée que toute une foule de curieux et de médias se rassemble devant la maison. Tout le monde est sous le choc d'apprendre la nouvelle. Alors c'est une scène déjà assez lunaire de base, mais ça l'est encore plus au Japon, où ce genre de crimes sont super méga rares. Et puis imaginez, c'est comme si nous, je sais pas, il y a un fait divers là, où le patron d'Haribo, il se fait kidnapper, bon voilà. Bien dites-vous que c'était un peu ça pour eux. Quelques heures plus tard, le directeur des ressources humaines de Glico reçoit un appel. Pas d'un flic qui lui annonce que son patron a disparu, ni d'un journaliste, celui d'un homme qui lui annonce détenir Ezaki. Il ne donne pas davantage d'informations si ce n'est l'adresse d'une cabine téléphonique. On lui dit de s'y rendre en urgence et de ne surtout prévenir personne. Donc le gars est sous la panique et tout, il s'y précipite et il trouve dans un coin de la cabine une lettre de rançon. Les mystérieux ravisseurs qui ont pourtant dit que l'argent n'avait aucune importance demandent finalement 100 kilos d'or ainsi qu'1 milliard de yens, l'équivalent de 6 millions d'euros. Bon, là ils nous ont peut-être un peu mytho les gars sur leur motivation. On est passé quand même de nique sa mère l'argent à un petit milliard quoi. Autrement dit, à cette époque, la demande de rançon la plus élevée de l'histoire au Japon.
Sur la lettre, ils écrivent également de ne surtout pas prévenir les flics, qu'ils ont tout un réseau d'infiltrés chez eux, et que s'ils apprennent que ça a fuité, bye bye Ezaki. Et c'est donc tout naturellement que le DRH prévient la police. Normal. Mais on le comprend. Malgré tout, il est prêt à payer pour vite clore l'affaire, il rassemble la somme nécessaire ainsi que les 100 kilos d'or. Ce qui doit être super chiant au passage, 100 kilos d'or à transporter. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est précis quand même. Le lendemain, nouvel appel. Un enregistrement d'Ezaki en personne, qui sous la menace, indique de nouvelles instructions. Des employés de Glico doivent déposer les sacs dans un restaurant de grillade, non loin de la résidence d'Ezaki. Le jour J, toute une opération de police va se mettre en place, des dizaines et des dizaines de flics vont entourer le restaurant, etc. Et ils sont prêts à choper quiconque viendra récupérer la rançon. C'est donc sous bonne surveillance que des employés de Glico s'installent à l'une des tables du restaurant avec leurs sacs remplis de billets et leurs kilos d'or. Et puis ils attendent. Attends, mais ils l'ont vraiment donné Longtemps. Et rien. Personne ne se pointe. Aucune nouvelle, aucun appel. Alors finalement, est-ce qu'ils en avaient vraiment rien à foutre de l'argent? Est-ce que, je sais pas, c'est une mauvaise blague depuis le début? À ce stade-là, c'est impossible à dire. Et c'est frustrant pour tout le monde. Et alors que la police explore toutes les pistes, dès le lendemain, tout va basculer, car Ezaki va refaire surface. Il apparaît dans un commissariat en pleine nuit et explique avoir réussi à s'échapper. Il était apparemment retenu dans un hangar, au bord d'un canal, et avait affaire à 3 gars, toujours cagoulés. Et globalement, ils l'ont plutôt bien traité. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'Ezaki ne s'est pas échappé en mode film d'action, défaire les liens, etc. Les mecs ont juste défait ses liens, ils l'ont habillé proprement, et ils sont partis du hangar, en l'abandonnant derrière eux, comme si d'un seul coup, il n'avait plus aucune importance, alors qu'ils ont même pas pris la rançon. Bref, juste un changement drastique de comportement. Le mec est méchant d'un coup, puis il fait... Puis ils s'en vont. Enfin bref, bizarre quoi. La police ne parvient à rassembler aucun nouvel indice, même en fouillant le hangar, et surtout ils sont perdus face aux motivations du groupe. Pourquoi avoir monté une opération si vénère pour kidnapper Ezaki, pour au final ne rien toucher, puis le relâcher? Pourquoi ne laisser aucun message, aucune revendication, faire tout ça gratuitement? C'est super bizarre. Pour le Vex. Donc Ezaki, lui, voilà, il retourne à la maison et il tente d'oublier tout ça. Le mec s'est quand même fait kidnapper, famille ligotée, etc. C'est quand même un bordel, tu vois. Bon, il essaie de reprendre sa petite vie, tu vois. Mais une dizaine de jours plus tard, le 2 avril 1984, il reçoit une mystérieuse lettre. On l'accuse d'avoir rompu sa promesse et de s'être échappé. Et plus inquiétant, on lui laisse une dernière chance. Celle de payer 60 millions de yens sur le champ pour se faire pardonner et pour lui assurer qu'il ne lui arrivera plus jamais rien. Bon, là c'est là où on comprend plus, c'est que les méchants, ils sont dans un rôle. Ils sont là pour le rendre fou et le faire tourner en bourrique, parce qu'à la base, c'est eux qui l'ont libéré. Donc même lui, Ezaki, doit être là en mode « Attends, mais je comprends pas, comment ça je me suis échappé et on me laisse une dernière chance ?» Bref, il y a une incompréhension et je trouve ça encore plus flippant. Parce que du coup, t'as l'impression que tu peux même pas négocier avec quelqu'un comme ça. Sur le coup, Ezaki, lui, ça le fait pas marrer du tout. Donc c'est reparti pour mettre en place toute une opération de police. Tout le monde attend sagement le 8 avril, date à laquelle le type a promis de rappeler. Et puis, on attend. Longtemps. Rien. Ah si, un signe de vie, c'est la police qui reçoit une lettre cette fois-ci. Et cette lettre dit concrètement « Chers idiots de la police, pourquoi êtes-vous si stupides? Vous êtes si nombreux, alors pourquoi vous n'arrivez pas à m'attraper ?» Et tout va prendre un tournant encore plus étrange à partir de là. Car le 10 avril, le siège de Glico se fait incendier. Une grande partie du bâtiment est touchée avant que le feu ne soit maîtrisé de justesse par les pompiers. Seulement 20 minutes après cette première alerte, c'est une autre branche de l'entreprise, Glico Nutrition, qui subit la même attaque. Et les pompiers sont formels, ce n'est pas un accident. Quelqu'un a mis volontairement le feu avec des bidons en plastique remplis d'essence. Les quelques témoins parlent d'un homme étrange vu près des lieux, mesurant environ 1m70 et portant une casquette de baseball blanche qui semblait courir pour fuir la scène. Mais mis à part ce signalement, la police n'a rien de concret. Il y a juste une chose dont ils sont persuadés, c'est que toutes ces affaires simultanées sont évidemment liées. Moins de 2 semaines plus tard, le 22 avril, une nouvelle lettre, toujours destinée à Ezaki, et elle est assez curieuse. Je suis fier que tu aies enfin pris une décision. Nous appellerons à 19h30, ce 24 avril. Retrouvons-nous au restaurant Downhill, à Kozushima. Prépare l'argent, signé Le Monstre aux 21 visages. Alors, il y a plusieurs choses à noter dans cette lettre. Déjà, elle semble complètement forcer la main d'Ezaki. Autrement dit, c'est pas « s'il te plaît, ramène l'argent », c'est « je suis fier que tu cèdes à la menace ». Une technique de négo comme une autre, mais surtout c'est la première fois qu'elle est signée. Le Monstre aux 21 visages. C'est une référence directe au Monstre aux 20 visages, un héros de conte pour enfants japonais. Une sorte d'Arsène Lupin dont personne ne connaît l'identité, à défaut de savoir qui est derrière tout ça, au moins maintenant, il a un nom. Bon. Et comme d'hab, Glico ramène l'argent, va sur place, et absolument personne en vue ne vient le récupérer.
Le 10 mai 1984, une nouvelle lettre arrive, cette fois au siège d'un journal local. Elle est encore signée Le Monstre aux 21 visages, et elle révèle que le groupe en a marre de Glico. Tellement marre qu'ils ont décidé d'injecter un puissant poison dans plusieurs produits de la marque. Rien que ça. Ah bon? La lettre ne précise pas où exactement, si ce n'est qu'elle dit dans des magasins entre Nagoya et Okayama, à Tokyo ou bien encore à Hokkaido. Bref, un peu partout quoi. Et la lettre finit par une phrase un peu flippante: mangez Glico, finissez dans la tombe. Pour rappel, Glico, ils font des Mikado, hein. Pourquoi? Bon, là je suis d'accord, ça sonne un peu comme le scénario parfait d'une légende urbaine. Le genre de légende urbaine où on nous raconte que voilà, on a injecté tel truc dans les produits et t'en manges, Ouais, et mais putain, genre, c'est une galère et tout. avoir chaud. Sauf que là, la légende urbaine, on parle quand même d'un groupe qui a kidnappé un PDG, qui a brûlé des bâtiments, et qui visiblement ne rigole pas du tout. Donc autant vous dire que tout le monde prend cette menace très au sérieux. Et la police se mobilise immédiatement pour surveiller les magasins de tout le pays, pour vérifier qu'il n'y ait rien de louche dans les rayons. Mais après des jours et des jours de stress, rien. Ça analyse de nombreux produits, mais aucune trace de poison n'est retrouvée. Les hôpitaux du pays n'ont rien remarqué de particulier non plus, donc c'était peut-être juste qu'un gros coup de bluff. Sauf que bah voilà, tous les groupes d'hypermarchés du pays n'ont pas envie de prendre ce risque. Alors bah ils se mettent tous d'accord, collectivement, ils se disent « Glico, on retire hein. Ouais, on retire tous ces produits-là à la con de merde. Ouais. Et c'est comme ça qu'à ce moment-là, tous les produits Glico sont retirés de la vente. Et vous vous en doutez, l'entreprise a beau les implorer de ne pas faire ça, ils ne cèdent pas. Et c'est ainsi que Glico disparaît des rayons en un claquement de doigts. À cause d'une lettre, un CP, un coup de pression. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Par conséquent, Glico voit son cours chuter de 11% en l'espace de quelques jours. Plus personne n'ose leur commander de produits et ils sont forcés d'arrêter complètement la production dans plusieurs de leurs usines. C'est la catastrophe. Et le pire dans tout ça, c'est que Glico, depuis le début, il cherche juste à payer la rançon. Et c'est juste que le ravisseur, il vient juste jamais chercher la thune. Donc ça leur fait péter les plombs. Ils sont là en mode mais c'est pas juste, pourquoi on nous fait ça? Le 20 mai, nouvelle lettre. Chers idiots de chez Glico, êtes-vous réellement des hommes d'affaires? Les hommes d'affaires ne perdent pas de l'argent aussi facilement. En vrai, c'est des bâtards. Tu menaces d'empoisonner leur stock, tout le monde flippe d'acheter leurs produits à cause de toi, et en plus tu les vannes. Puis ils ajoutent à la nouvelle lettre un petit message d'histoire de dire « Pour la Saint-Valentin, je pense que je mettrai du cyanure dans vos produits. Sauf si Glico accepte de payer 300 millions de yens à remettre dans un restaurant de la ville de Setsu. » Alors cette fois, il y a une demande un peu étonnante. Le monstre exige une chose, que le tout soit délivré par 2 employés de chez Glico, habillés en blanc et conduits par une voiture blanche. Aucun problème pour Glico, depuis le début, ils sont prêts à payer la rançon. Ouais, ils sont encore de leur gueule. Allez, let's go, de toute façon, foutu pour foutu... Allons jusqu'au bout, quoi. Le jour J, une trentaine d'officiers sont planqués sur place, et dans la voiture blanche qui amène les employés, ils installent un dispositif pour pouvoir couper le moteur à distance. Car les policiers sont persuadés que si le monstre demande une voiture, c'est sûrement pour fuir avec. Comme convenu, 2 employés de chez Glico prennent un sac rempli d'argent et s'installent dans le restaurant. Et pour la première fois, le monstre aux 21 visages se matérialise enfin. Un homme entièrement habillé en blanc arrive sur le coup de 20h45, s'assoit à la table et demande au mec de lui remettre les sacs et les clés de la voiture. Il récupère le tout sans dire un mot de plus, s'installe dans la voiture blanche, met le contact et quitte les lieux. Le piège s'apprête enfin à se refermer sur lui. Les flics activent leur gadget à la James Bond là. La voiture cale en plein milieu d'une intersection et une dizaine d'agents se précipitent arme à la main pour arrêter le type. Ça y est, ils le tiennent enfin. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Car ils vont vite se rendre compte que le mec qu'ils arrêtent est victime lui aussi d'une machination. 2 jours plus tôt, lui et sa copine ont été kidnappés par des hommes armés. On l'a forcé à venir ici récupérer l'argent sans poser de questions, en échange de la libération saine et sauve de sa chérie. Alors oui, pour une partie des gens ça peut sonner comme une défense bidon, mais c'est bel et bien la réalité. Ce n'était donc pas le monstre, mais bel et bien une nouvelle victime. Tout ça pourquoi? Je vous le rappelle, on sait pas. Et enfin, pour terminer, en allant à l'adresse qu'il devait rejoindre, une fois qu'il avait récupéré l'argent, les policiers découvrent que les lieux sont entièrement vides. En bref, ils ont été grillés. Et là, coup dur, car autant avant c'est le monstre qui venait juste jamais récupérer les sous, là, cette fois-ci c'est la police qui a fait foirer le plan. Et avec tant de loupés et tant de trucs, là l'affaire elle commence à faire du bruit. Ça commence à s'ébruiter, ça commence à en parler beaucoup dans le pays, ça commence à prendre une autre ampleur. Des kidnappings, des menaces, des incendies. Les gens en parlent, ils se disent putain mais il est temps de faire quelque chose là non? Et puis qui peut en vouloir autant à une marque de bon bec? Et pourtant, suite à tout ça, Glico va tout de même être sorti d'affaire. Alors, pas grâce à la police, mais grâce au monstre lui-même. Car le 26 juin, tous les journaux du pays tout entier reçoivent une lettre du groupe. Une lettre qui annonce qu'ils sont satisfaits. Ils y écrivent que le président de Glico s'est fait suffisamment humilier comme ça et qu'il le pardonne. On comprend toujours pas trop pourquoi, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de là, Glico est officiellement sauvé. Sauf que, parce qu'il y a un mais, ça va être désormais le tour d'autres entreprises agroalimentaires de prendre tarif. Oui, les mecs sont visiblement addicts à l'idée de terrifier tout le pays, et ils ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Le mode opératoire est toujours le même, une lettre étrange signée par le monstre, une rançon sous peine de se faire empoisonner ses stocks, et enfin, un lieu de rendez-vous.
Et vu que les industriels ont suivi cette affaire, ont vu que Glico a particulièrement douillé, ils sont tous prêts à payer. Mais là encore, personne ne vient jamais pour récupérer l'argent. Et c'est ainsi que le groupe, qui est derrière tout ça, a créé petit à petit un mythe effrayant qui calme juste tout le monde. Tout le monde avait peur d'eux, on ne sait pas qui c'est, qui sème la terreur dans la ville, un joker. Le 28 juin, c'est l'entreprise Marudai qui en fait les frais. On leur demande d'apporter 50 millions de yens, cette fois à bord du train qui doit rejoindre Kyoto à 20h19. Les employés de Marudai devront jeter le sac par l'une des fenêtres, dès lors qu'ils apercevront un drapeau blanc le long des voies. Comme d'habitude, la police est sur le coup. Il y a un gros dispositif qui se met en place, il y a des officiers un petit peu partout, dans les stations, dans le train, et à force d'épier tous les passagers, ils finissent par repérer un homme étrange. Un type qui a la quarantaine, qui porte un costume gris, un journal, et qui semble suivre tous les faits et gestes de l'employé qui s'est assis à la place indiquée. Bref, un gars pas très discret. Évidemment, en voyant ça, tous les flics se disent « go le choper en fait ». Sauf que, non. Leurs supérieurs refusent d'intervenir tant qu'ils peuvent pas interpeller tout le groupe en entier. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est un flagrant délit pour pouvoir faire une arrestation un peu spectaculaire et tout, parce que cette affaire elle commence à faire beaucoup de bruit et qu'ils ont peut-être besoin de ça. Et oui, je suis d'accord, même dans les films quand il se passe ça m'énerve. C'est comme ça qu'ils vont laisser filer un gars bien louche. Et cerise sur le gâteau, c'est que ce gars louche va pourtant fuir la scène en voyant tous ces gens qui le regardent bizarrement. Il descendra du train à la station suivante et disparaîtra dans la nature. Ah oui, et au fait, il n'y aura jamais de drapeau blanc levé sur le long de la voie, parce que la police, une fois de plus, s'est faite griller avant, et la police ne saura jamais qui est ce gars mystérieux. Ils pouvaient le choper. Bravo les gars. Beau boulot. Enfin bon, il y aura une autre tentative de rançon après pour tenter de rattraper le coup, mais là encore... Oui, mais après, là, je peux parler. Et puis, comme pour Glico, le monstre va finir par se lasser de cette entreprise-là, et puis passer à une autre. Cette fois, le monstre va s'attaquer à Morinaga, et l'affaire va être encore plus étrange qu'avant. Oui, on est désormais en octobre 1984, et les lettres de menace sont désormais accompagnées de produits qui sont réellement empoisonnés. Vous me connaissez sûrement. Votre entreprise s'est bien portée grâce aux pertes de Glico. Si ça vous pèse sur la conscience, donnez-nous 100 millions de yens. Si vous ne le faites pas, nous empoisonnerons 50 de vos produits. L'argent doit être livré le 18 septembre, nous vous observons. Signé, le monstre aux 21 visages. L'entreprise ne prend aucun risque, suit toutes les instructions, mais voilà, une fois de plus, personne ne vient pour récupérer la rançon. C'est des rançons dans le vide, comme ça, pour faire chier le monde. Et là encore, alors qu'ils étaient même prêts à payer, ils vont déchaîner les menaces du monstre. Le 7 octobre, un homme rentre dans un supermarché de Nishinomiya. Il porte une casquette de baseball, des lunettes, et il se dirige directement vers le rayon des friandises. Il semble scruter avec attention les caméras de surveillance, puis il dégaine un mystérieux objet de sa veste. Il le pose dans l'un des rayons, puis il disparaît. Comportement assez bizarre, on va pas se le cacher. Un employé l'a vu, il passe directement dans le rayon pour aller voir ce que le mec a fait, et il découvre une boîte de bonbons sur laquelle est collé ce message. Danger, poison. Si vous mangez ça, vous allez mourir. Signé, le monstre aux 21 visages. La police est immédiatement appelée, et après analyse, le paquet est bel et bien empoisonné. Avec, pour la précision, largement de quoi tuer quelqu'un. Et donc à partir de ce moment-là, on retombe dans le fabuleux cycle du panique générale dans tout le pays. Et comme pour Glico auparavant, c'est la catastrophe pour Morinaga. Ils sont obligés de fermer des usines, de mettre au chômage technique des centaines et des centaines d'employés, et ils se font démolir en bourse. Mais pour une fois, on tient enfin une trace du monstre, car il a été filmé. Oui, on a enfin une image de lui. Mais bon voilà, la qualité est dégueulasse. Car le magasin utilise la même bande magnétique en boucle depuis des années. Malgré tout, les enquêteurs tentent d'exploiter l'image, ils fouillent tout dans leur dossier, mais bon, le coup du gars tout flou avec une casquette, ça mène pas très loin. Alors du coup, ils vont finir par s'en remettre au public. Et ils vont diffuser cet extrait vraiment partout pour le retrouver, jusqu'en pleine rue. Là, c'est le moment où la police dégaine un nouveau joker. On a des enregistrements que le monstre a parfois laissés par téléphone à ses victimes. Le pays tout entier se rassemble pour écouter ça, et s'attend à découvrir des voix rauques de super méchants, mais pas trop. Ce sont des femmes et des enfants qui lisent des textes qu'on leur a donnés. Et rien qu'avoir eu l'idée de faire ça va renforcer la réputation d'un monstre ultra inquiétant. Bref, donc autant vous dire qu'à ce moment-là, ils sont pas au max au Japon. Non, ils sont un peu tous en panique, quoi. Le monstre aux 21 visages est en train de rendre fou tout le pays, et personne ne sait comment choper ce gars. Le public, impuissant, la police, ils n'y arrivent pas, et avec tout ça, les menaces continuent. Le 14 novembre 1984, nouvelle demande de rançon et nouveau rendez-vous. Cette fois, ce sont des employés de l'entreprise House Foods qui sont chargés de livrer 100 millions de yens
et de venir sur le parking d'un restaurant. Cette fois, de nouvelles instructions sont cachées sous un banc, dans une lettre qui indiquera une autre adresse à rejoindre. Et pendant que les employés récupèrent la lettre, etc., les policiers vont remarquer qu'il y a un mec un peu bizarre, un peu louche, qui est en train de mater tout ce qui se passe. Il est posé à une cabine téléphonique, il porte un long impair, avec une casquette de baseball, des lunettes de soleil, bref, on dirait un cliché d'un mec qui essaie d'être discret dans un mauvais film. Du coup, les policiers se disent qu'il est temps d'interroger notre champion en titre de la discrétion. Sauf qu'en voyant la patrouille arriver, le mec lâche le téléphone et se met à marcher, très vite, on dirait même qu'il court. Évidemment, les flics sont prêts à lui sauter dessus, mais il faut encore l'accord de leur hiérarchie. Réponse ? Non. Bah ouais, mais aussi, à un moment donné, pour eux, c'est flagrant délit ou rien. Perso, je trouve ça fou de bloquer sur ça. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Alors du coup, les policiers le laissent tranquille. Mais vous savez ce que c'est le pire dans tout ça ? C'est que dans notre groupe de flics, il y en a un qui a déjà croisé ce mec. Il en est persuadé que c'est le mec qui était dans le train. Par contre, dans notre histoire, on a une bonne nouvelle, c'est qu'il a eu le temps de le prendre en photo. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a super mal cadré, et que du coup, on voit qu'un bout de trottoir. Il a eu le bon réflexe, pas la suite. Si on faisait un film et qu'il y avait cette scène qui existait à un moment donné, même des scénaristes diraient « personne n'y croit là ». En tout cas, sachez une chose, ça me déçoit autant que vous. Et puis, il va y avoir un deuxième gros loupé, car pendant ce temps, les employés de House Foods continuent de faire leur petit jeu d'orientation. La prochaine instruction se trouve sous un pont d'autoroute, planqué sous un grand drap blanc. Un truc a priori impossible à louper. Mais ils ont beau retourner toute la zone, que dalle. La police s'étonne aussi, ils passent quelques coups de fil, et puis ils vont découvrir que le fiasco ne fait que commencer. Car devinez qui est passé à l'endroit pile indiqué avant tout le monde et qui n'était pas au courant de cette mission en cours. Une autre patrouille de flics d'un département voisin qui n'était pas au courant de l'opération. Et justement, cette patrouille, ils étaient déjà sur la zone 20 minutes avant l'arrivée des employés. Ils ont vu une voiture stationnée sous le pont, avec le moteur allumé, mais les phares éteints, ce qui les a un petit peu intrigués. Alors ils se sont mis en tête d'aller interroger le chauffeur, qui s'est mis à accélérer en les voyant débarquer. Du peu qu'ils en ont vu, il était planqué sous une capuche avec une oreillette qui semblait être reliée à une sorte de grosse radio. Encore un cliché de super vilain qui cherchait sûrement à déposer des instructions de rançon. Ça part évidemment en course-poursuite, sauf que les policiers se font très rapidement larguer. Et la mystérieuse voiture disparaît en pleine ville. Et est-ce que ça veut dire qu'ils viennent de laisser filer un gars sûrement essentiel dans cette affaire ? Oui. Mais il y a une petite victoire dans tout ça, c'est qu'ils retrouvent le véhicule. Ils le retrouvent abandonné dans une rue un peu aléatoire. Ils découvrent qu'il avait été volé 2 jours auparavant, mais surtout que le conducteur n'a pas eu le temps de partir avec ses affaires. Et là, ça va devenir croustillant, car les policiers découvrent tout un système de radio customisé. Un système qui permettait d'espionner directement les fréquences de police. Ils y retrouvent également des rouleaux adhésifs, des pinces, des grands sacs, un bob avec une fausse perruque. Bref, tout l'attirail d'un mec qui cherchait à récupérer une rançon. En tout cas, si vous espériez que le véhicule retrouvé serve à quelque chose, raté. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, impossible d'analyser l'ADN, il n'y a pas le moindre témoin qui a vu quoi que ce soit. S'il faut résumer ce qui se passait, en gros, ils avaient 2 suspects entre les mains qu'ils ont laissé filer. Le premier car ils sont trop gourmands et qui voulaient du flagrant délit, et le deuxième car ils ont jugé bon de faire leur opération sans prévenir leurs collègues qui ont fait peur aux suspects. Nous là, ça nous fait rire parce qu'on se dit qu'ils sont cons quand même, mais alors dites-vous que la presse à l'époque, quand elle apprend ça, elle se régale. Ça fait scandale évidemment, car pour rappel, tout le pays a les yeux rivés sur cette affaire et ils n'en peuvent plus. Alors pour sauver la face, la police décide de blâmer en public le commissaire qui gérait l'enquête. Il le blâme, puis le force à démissionner, ce qui est bien évidemment quelque chose de très humiliant pour lui. Et faute de nouveaux indices, la police décide de publier un portrait robot en janvier 85. En plus, au Japon, le portrait robot du gars hein. qu'ils ont laissé filer. Alors, on progresse, c'est mieux qu'un enregistrement tout flou ou une photo de trottoir, et ça va justement faire tilt auprès d'autres enquêteurs, qui en voyant ça, pensent à un mec en particulier, un certain Manabu Miyazaki. Ça ne s'arrête pas là, non seulement ce type est le fils d'un ancien chef Yakuza, mais en plus, il a un passif avec Glico. Quelques années auparavant, il les avait traînés en justice pour une histoire de pollution illégale. Bon bah voilà, on le tient, quoi. Le suspect il est parfait là. Sauf que c'est pas lui. C'est absolument pas lui, et il a un alibi béton. Le soir où la police pensait l'avoir aperçu sur zone, il était en réalité à Tokyo, en train d'assister à une réunion syndicale dans une école de musique, ce qui est ultra précis, et surtout très éloigné d'une vie criminelle. Donc ouais, il ressemble au portrait quoi, mais c'est tout. Désolé. Le pays continue donc à flipper, et j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Ça commence à être long. Les industriels se demandent tous quand est-ce que c'est mon tour, et tout le pays flippe aussi de manger un bonbon, parce qu'en fait, tu peux mourir. Pour ne rien arranger, tout le pays s'indigne de l'inefficacité de la police, à tel point que c'était pas si courant à l'époque, mais tout le monde se moque très régulièrement d'eux. Et pour la police, devinez quoi, ça pèse beaucoup sur le moral des troupes, même énormément. Car le 7 août 1985, le commissaire en charge de l'affaire s'est fait humilier en public. Et ça, c'était trop pour lui. Cet échec l'a démoli,
Et Ah il va bah. finir par se tuer. Et Ah ce bah. commissaire qui se donne la mort va C'était sûr. être un tournant dramatique dans cette affaire. La police ne donne pas de détails sur le pourquoi du comment, il reste évasif, et il préfère éviter de trop parler à la presse de tout ça. Il y a pourtant un mec qui comprend très bien ce qu'il se passe, le monstre aux 21 visages. 5 jours après la mort du commissaire, le groupe envoie une nouvelle lettre aux médias. Ils annoncent que c'est une honte que ce soit ce commissaire qui paye l'incompétence de tout un service. Et que lui, au moins, est mort comme un homme et qu'il mérite le respect. Bon, c'est le Japon, c'est un peu leur truc ça, de respect, etc., de mourir dignement, machin. Alors, pour honorer sa mémoire, le groupe décide d'arrêter tout. Plus de menaces, plus de lettres, plus rien. Tout en précisant que s'il y a des nouvelles lettres, etc., ce sera l'œuvre de copieurs. Car pour eux, c'est officiellement terminé. Et enfin, dans cette lettre, ils vont conclure sur ces phrases. On est des mauvais gars. On a beaucoup d'autres choses à faire que d'emmerder des entreprises, mais c'est marrant de vivre une vie de méchant. Signé, le monstre aux 21 visages. Ça finit vraiment comme ça? Pas possible. Et vous savez quoi? Eh bien, ce sera réellement la dernière fois qu'on entendra parler du groupe. Ils Ah ouais? disparaissent complètement. Ils n'ont jamais récupéré le moindre yen, ni réellement cherché à le faire. Et plus fou encore, Ils sont il jamais fait semble qu'ils péter. ne cherchaient pas à tuer qui que ce soit. Ils ont toujours envoyé des lettres pour préciser quand est-ce qu'ils avaient empoisonné des produits, quitte à carrément marquer des avertissements sur les produits concernés. Non, évidemment, ils ont quand même commis des crimes graves, et des incendies, des kidnappings, etc. Et oui, c'est sûrement traumatisant pour les personnes concernées. Mais malgré tout, il semblerait que la mort était en fait une limite. Et celle de ce commissaire qui était en charge de l'affaire était peut-être le pas de trop pour le monstre aux 21 visages, qui, je le rappelle, n'a pas d'identité, on ne sait toujours pas qui c'est, on ne connaît toujours pas ses motivations, à part le fait que c'est marrant d'être un méchant. Cette petite histoire, c'est un peu plus d'1 an de menaces et de peurs qui vont s'arrêter du jour au lendemain, au point où la vie finit par tranquillement reprendre son cours au Japon, comme si rien ne s'était passé. Et puis Il y a les vraiment entreprises pas un touchées fin mot de finissent par l'histoire, même avec tout recommercialiser leurs internet là. produits, en voyant que le groupe tient réellement leurs paroles. Évidemment, la police, elle, ça l'arrête pas. Elle est toujours sous pression pour le retrouver. Mais bon, vous avez fini par comprendre, ils ont réellement rien. Et vu qu'ils ont rien, ils tentent le tout pour le tout. Ils ont un dernier coup de poker, c'est de diffuser un enregistrement confidentiel. どうかお察しください。我々は人の証をさせてもらって、渡航された方から金額の1割、1割5分の謝礼をもらって請求を立てております。 Cette fois, c'est la voix d'un homme. Mais ce qui est réellement dingue, c'est qu'il date de 1978, 6 ans avant tout ça. C'est un enregistrement qui parle déjà de kidnapping, d'incendie et d'empoisonnement contre Glico. Comme si tout avait été prémédité depuis bien longtemps. Mais Et du puis coup, les pourquoi années ils l'ont- passent enfin, et plus c'est pas le- personne n'entend parler de l'affaire jusqu'en janvier 2000, date à laquelle la Merci. police lâche officiellement l'affaire. Ils Ah. organisent une petite conférence pour dire que c'est terminé. Rien n'aura permis de remonter à ce groupe qui a pourtant terrorisé tout le pays pendant plusieurs mois. Et surtout, il y a désormais prescription des faits. Quiconque est derrière ça aurait eu l'occasion 1000 fois d'écrire un bouquin, de se révéler au grand jour et d'expliquer ses motivations sans rien risquer légalement. Et pourtant, on n'a toujours rien. Dans cette conférence, on y apprend aussi qu'1 million de policiers auraient bossé sur cette affaire. Je sais pas si on se rend compte du nombre de gens mobilisés pour retrouver le monstre aux 21 visages et que ça n'a abouti à rien. 1 million de gens qui cherchent toi. Il y aurait eu plus de 125 000 personnes interrogées, 28 000 indices, et pourtant, pas le moindre C'est suspect. sûr qu'à un moment il s'est crédible. fait interroger. Alors même qui plusieurs aurait fois. pu être derrière tout ça? Qui a C'est pu sûr. terroriser tout un pays entier sans jamais se faire attraper? Là, c'est la pluie des théories, et je vous laisse à vos claviers, et je vous laisse avec Internet. Les mecs ont fait des kidnappings, des incendies, des empoisonnements, ils ont nargué la police, des entreprises, avec des centaines et des centaines de lettres, ils ont mis au point tout un système de radio pour intercepter les fréquences des enquêteurs. Les moyens déployés sont absolument dingues. Et tout ça pourquoi? Ne jamais toucher d'argent, ni même revendiquer la moindre chose. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je trouve cette histoire folle. Ça change un peu d'habitude, je suis d'accord, mais rien Après, de ils ont le similaire buzz de n'existe, l'époque, en fait. hein. Aujourd'hui, C'est un tu genre fais ça, de frère, Joker, caméra, mais sans revendication. quoi. ADN. C'est le plaisir du mal. C'est un truc Tous de ces fou. autres trucs Alors, là, je vais tu pas te fais trop péter en m'étaler une sur les semaine. théories, mais certains pensent que c'est juste d'anciens employés de Glico qui auraient pu en avoir après eux et qui ont fini par aimer ce rôle de super méchant. D'autres pensent que c'est des génies qui auraient joué en bourse contre les entreprises qu'ils ciblaient. Certains se demandent même si ce n'est pas des espions nord-coréens qui voulaient juste déstabiliser le pays, et ce qui expliquerait les moyens dont ils disposaient. Mais rien de tout ça n'a été prouvé. Et vous aurez peut-être des théories vous aussi. Mais au IA, risque de me reconnaissance répéter et de faciale, vous tout, décevoir, aïe, aïe, en aïe. plus de 40 ans, la police a déjà épluché toutes les théories, tous les indices. Je sais pas si on se rend compte du nombre de gens qui étaient sur cette affaire et qui se sont posés pour essayer de résoudre cette merde. Ils n'ont pas réussi. Donc si à ce moment-là de la vidéo vous êtes frustré, imaginez eux.
De toute évidence, on ne saura donc jamais qui était le monstre aux 21 visages, ni même ce qu'il cherchait réellement. Au point presque d'en devenir une sorte de légende urbaine, alors que c'est juste une histoire vraie. Et vous l'aurez compris, c'est pour cette raison que je voulais qu'on passe ces quelques minutes ensemble sur ce sujet, parce que ça m'a plu moi, et que ça se trouve ça vous plaira vous. Merci à vous de m'avoir écouté, j'ai hâte d'échanger avec vous sur le sujet. Merci une dernière fois à NordVPN. Pour rappel, il y a un petit lien en description, merci à eux de me soutenir. Et moi je vous dis, profitez de vos bonbons pas empoisonnés, parce qu'apparemment, on n'a pas tous cette chance. Bonne soirée. Ouais, merci vraiment, merci vraiment. Très bonne vidéo. Énormément, ciao.